Tout le monde, c'est Héloglobine, l'une de vos tutrices d'anatomie. Donc aujourd'hui, on va faire le système nerveux central. C'est un cours qui est assez dense, assez long, mais en soi, il n'est pas si compliqué que ça. Donc vraiment, si vous le bossez bien, il est plutôt cool. Je voulais pas mal alléger pour la TTR parce qu'on vous fait quand même pas mal de cours en anatomie générale. C'est pas les parties que j'ai enlevées, c'est pas forcément des parties qui sont moins importantes, hein. Il faudra quand même bien les bosser après et je vous les rajouterai assez rapidement. Donc, sur ce, on va commencer. Donc, dans ce cours, on va voir un petit peu ce qu'est le système nerveux central avec l'introduction. Ensuite, on va voir un petit peu où il se situe. On va faire l'organogénèse, l'anatomie des méninges, les cavités du système nerveux central, l'anatomie générale de l'encéphale, le tronc cérébral, le cervelet, la moelle spinale et la vascularisation du système nerveux central. Donc, ce système nerveux central permet la régulation, il permet le contrôle des viscères et il permet la coordination de nos mouvements. Donc, le système nerveux, c'est l'ensemble des organes de commande de l'organisme. Donc, ces organes de commande de l'organisme, ils assurent principalement ces trois fonctions. La cellule de base du système nerveux, c'est le neurone et le tissu interstitiel, c'est la névroglie. Donc on a trois types de systèmes nerveux. On a le système nerveux périphérique, le système nerveux végétatif et le système nerveux central. Donc on va commencer avec le système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif, il commande aux viscères et aux organes du corps. Donc c'est le système nerveux de l'intérieur du corps qui échappe a priori à la conscience et à la volonté. Donc en fait, par exemple, quand notre cœur il bat, on n'a pas besoin d'y réfléchir, ça se fait automatiquement. C'est pour ça qu'il est dit autonome, mais il reste quand même fortement lié au reste du système nerveux chez l'homme. Le système nerveux végétatif, il comprend aussi plusieurs centres et voies. Donc il comprend des voies orthosympathiques, dont le dernier médiateur chimique, c'est l'adrénaline. Donc ce sont des voies qui sont adrénergiques. Et il comprend aussi des voies et des centres parasympathiques, dont le dernier médiateur chimique, c'est l'acétylcholine. Et donc ce sont des voies qui sont cholinergiques. Le système nerveux central, il contient la majorité des corps cellulaires des neurones et il forme un axe nerveux qu'on appelle le névraxe. Le système nerveux central, c'est celui qui est phylogéniquement le plus élevé. Il est chargé d'actions volontaires, conscientes, involontaires et inconscientes. Donc le système nerveux périphérique, lui, il n'a aucune autonomie, puisque c'est l'ensemble des racines, des nerfs et des ganglions qui vont véhiculer l'influx nerveux aux organes, viscères et muscles. Donc en fait, il est sous la dépendance du système nerveux central et du système nerveux végétatif, et il va juste transmettre, véhiculer les influx nerveux qui sont à la base d'origine du système nerveux végétatif et du système nerveux central. C'est pourquoi il n'a aucune autonomie. Il transmet uniquement l'information. Donc maintenant, on va voir la situation anatomique du système nerveux central. Donc le système nerveux central, c'est la même chose que le névraxe. Donc il est formé par un axe nerveux. Cet axe nerveux, il est composé de l'encéphale qui se situe dans la boîte crânienne et de la moelle spinale qui se situe dans la colonne vertébrale. L'encéphale, il comprend plusieurs étages. On a l'étage moyen et supérieur, qui est ici coloré en violet, où se trouve le cerveau. Et on a ici l'étage postérieur et inférieur, qui est composé du tronc cérébral et du cervelet. Il est ici coloré en orange. Donc en fait, l'encéphale, c'est le cerveau plus le cervelet plus le tronc cérébral. Et le cerveau, lui, il est composé du télencéphale et du diencéphale qu'on abordera tout à l'heure. On va maintenant aborder l'organogénèse du système nerveux central. Donc sur cette vue latérale, on observe en avant ici en rouge la corde et en arrière le tube neural. Donc ici, ça c'est le tube neural.
Il est composé de l'archéoencéphale, ici, qui va donner le cerveau, le cordencéphale, qui va donner le tronc cérébral et le cervelet, et la future moelle spinale. Donc vous reverrez bien tout ça en embryo. Vous verrez ce que c'est la corde, le tube neural en embryo, ça vous aidera. Maintenant, on va aborder l'organogénèse de la moelle. Donc on va d'abord voir la moelle primitive. Donc à la base, ici, il y avait le tube neural qui a été perforé en son centre d'un canal. Ce canal, sur ses côtés, présente le sulcus limitant, qui délimite en fait différentes parties au niveau de la substance grise. Donc au niveau de la substance grise, au niveau dorsal, on a une lame alaire qui est sensitive. Ensuite, au niveau intermédiaire, sur la partie intermédiaire, c'est une lame qui est végétative. Et au niveau ventral, on a la lame basale qui est motrice. Donc, après la moelle primitive, on va aborder la moelle mature, puisque cette moelle primitive, elle va évoluer et à un stade ultérieur, elle va former la moelle mature. Donc dans cette moelle mature, on va à nouveau retrouver l'axe gris central de la moelle, ici, qui est en forme de papillon ou de hache. Dans cet axe gris central de la moelle, on retrouve à nouveau le canal central, qui est l'ancien tube neural. On retrouve aussi des cornes antérieures, ici et ici, des cornes postérieures, ici et des commissures grises, donc à ce niveau-là. Au niveau de l'ancienne lame basale. Donc l'ancienne lame basale, elle est au niveau de la corne antérieure ou ventrale. On retrouve deux colonnes de noyaux. Donc on a une colonne de noyaux somatomotrice en périphérie et une colonne de noyaux viscéromotrice plus interne. Et au niveau de l'ancienne lame alaire, donc en postérieur, on retrouve trois colonnes de noyaux. On a la colonne de noyaux extéroceptive, ici, à l'extérieur, la colonne de noyaux proprioceptive, au milieu, et viscéroceptive, qui est la plus interne. Donc on a bien 5 colonnes de noyaux au niveau de la moelle mature, et donc retenez bien ce chiffre parce qu'il ne faut pas confondre avec la suite. Bien entendu, c'est symétrique, donc il y a 5 colonnes de noyaux ici et 5 colonnes de noyaux ici. Donc on se souvient qu'à la base, le tube neural, il était composé de l'archéoencéphale, du cordencéphale et de la moelle primitive. Et donc ces trois vésicules primitives, elles vont évoluer en trois étapes. Donc l'archéoencéphale va former le prosencéphale, qui va former le télencéphale et le diencéphale, qui vont tous les deux former le cerveau. Le cordencéphale, lui, va former le mésencéphale et le rhombencéphale. Donc ce mésencéphale va évoluer en mésencéphale et le rhombencéphale va évoluer en métencéphale et myélencéphale. Ces trois vésicules vont former le cervelet et le tronc cérébral. Et la moelle primitive, elle, va évoluer en moelle mature. Donc, ça peut paraître un peu barbare au début, mais je vous assure, en vrai, on s'y fait. Donc, retenez bien aussi que télencéphale et diencéphale, ça forme le cerveau, que mésencéphale, métencéphale et myélencéphale, ça forme le cervelet et le tronc cérébral. Donc maintenant, on va voir l'organogénèse de l'encéphale, enfin la suite. Donc cet encéphale, il va se former par 4 phénomènes qui sont concomitants. Donc le cerveau, il va se former par la division du télencéphale en oreille de Mickey en deux vésicules. Donc en fait là, on a le diencéphale et là, on a le télencéphale qui s'est divisé en oreille de Mickey. Ensuite, on a la bascule de ces deux vésicules télencéphaliques, de part et d'autre du diencéphale qui se trouve toujours au milieu, et ça va former des oreilles de Bunny. Ensuite, on a une rotation du télencéphale en corne de bélier. Donc ces vésicules télencéphaliques vont former des cornes de bélier, et au milieu, on a toujours le diencéphale. Et ensuite, ici, on va avoir la fusion du télencéphale au diencéphale.
Donc vous voyez bien que ça forme l'encéphale. Enfin, le cerveau est formé du télencéphale et du diencéphale et ça participe à cette organogénèse. Maintenant, on va aborder les méninges. Donc les méninges, c'est une partie qui est plutôt très importante. Donc la partie osseuse du crâne, elle est recouverte de méninges. Donc là, on va commencer par aborder les méninges crâniennes. Donc l'ensemble du système nerveux central et les racines des nerfs sont enveloppées par des méninges. Elles sont dites spinales au niveau du rachis et crâniennes au niveau du crâne. Donc on va commencer avec les méninges crâniennes. Donc la boîte crânienne, elle est composée de 3 couches. On a ici la table externe, ici l'os spongieux qui est aussi appelé diploé, et ici la table interne. Et ça forme la boîte crânienne. Ensuite, à l'intérieur de la boîte crânienne, on a 3 types de méninges. Donc on va avoir la dure-mère, ici en vert, l'arachnoïde en violet et l'apimère, ici en rouge. Donc l'apimère, c'est la lame porte-vaisseau. Donc ici, on voit des vaisseaux. Donc c'est la lame porte-vaisseau qui tapisse en tout point le système nerveux. Donc c'est comme un vernis et en fait, cette pimère, elle est difficilement décollable du cerveau, même avec une aiguille, c'est compliqué. C'est sur cette pimère que circulent les vaisseaux et elle permet la vascularisation corticale. Donc en fait, c'est elle qui va être atteinte lorsqu'on fait des AVC. Après, on a l'arachnoïde, ici en violet. Donc, elle se situe au-dessus de l'apimère et elle présente un feuillet périphérique à ce niveau-là et des villosités enfilées. Donc ici, les villosités enfilées qui sont appelées villosités arachnoïdiennes. Elles sont semblables à une toile d'araignée et c'est dans ces villosités, enfin à ce niveau-là, que circule le liquide cérébrospinal. Donc vous voyez ici, il y a le liquide cérébrospinal. Et enfin, la dure-mère, c'est la méninge qui est la plus solide, la plus résistante et la plus périphérique. Elle est adhérente à l'os, donc à la boîte crânienne ici. Elle est adhérente partout à l'os, sauf au niveau de l'espace décollable de Gérard Marchand, et elle peut être décollable quand on a des hématomes extraduraux. Vous embêtez pas pour l'instant avec l'espace décollable de Gérard Marchand. C'est une partie importante, mais que je ne vous ai pas spécialement détaillée pour la TTR, mais je vous le détaillerai très vite. Donc maintenant, on va aborder les méninges spinales qui présentent certaines particularités et qui ont des différences avec les méninges crâniennes. Donc la moelle spinale et les racines des nerfs sont enveloppées par la pimère, ici en rouge, par l'arachnoïde, par la dure-mère également, ici en vert. Cette dure-mère, elle va envelopper les racines jusqu'à la sortie du foramen intervertébral sous la forme de gaine durale. Donc ici, c'est le foramen intervertébral et vous avez ici la dure-mère qui est sous forme de gaine durale. On va décrire l'épaule de la racine, c'est la partie au-dessus, et l'aisselle de la racine, c'est la partie en dessous. Donc en fait, c'est un peu comme nous. Enfin, nous ici, on a notre épaule, et ici, on a notre aisselle. Ben là, c'est pareil. Imaginez que moi, là, mon bras, c'est la racine. Et bien ici, on va voir l'épaule, et ici, l'aisselle, la partie au-dessus et en dessous. C'est exactement pareil. Donc, la racine, elle va être fixée au foramen intervertébral. Donc, c'est ici le foramen intervertébral. Et elle va être fixée par un diaphragme fibreux. Donc, en fait, vous le voyez ici, les petits traits là, en vert, c'est le diaphragme fibreux et on peut le comparer à une peau de tambour. Cette dure-mère, elle est séparée aussi de la vertèbre. Donc, ici, on a la vertèbre. En vert, ici, on a la dure-mère et elle va être séparée par ce truc jaune, c'est le corps adipeux rachidien. Ce corps adipeux rachidien, il va permettre les mouvements de la moelle et des racines à l'intérieur du canal vertébral. Donc en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'au niveau de la boîte crânienne, la dure-mère, elle est adhérente à la boîte crânienne puisque en fait, la boîte crânienne, elle est immobile. Alors qu'au niveau du rachis, ça va être mobile, on bouge. Donc, la dure-mère, elle n'est pas adhérente. Et entre la dure-mère et la colonne, enfin les vertèbres,
on a un corps adipeux rachidien qui va permettre cette mobilité. Alors maintenant, on va aborder une partie importante, c'est les cavités du système nerveux central. Donc sur une vue de profil, ici, on va voir deux ventricules latéraux. Donc deux ventricules latéraux qui sont télencéphaliques. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a parlé de l'organogénèse de l'encéphale, on a évoqué la division, la rotation, la bascule et la fusion de deux vésicules télencéphaliques. Eh bien, ces étapes, qui sont concomitantes, vont former ceci, ces deux ventricules latéraux. Il va y en avoir un dans l'hémisphère gauche et un dans l'hémisphère droit du cerveau. Ces ventricules latéraux ont un corps au niveau duquel ils sont accolés. Donc ici, c'est le corps. On a ici le carrefour des ventricules latéraux. On a la corne occipitale. Donc cette corne occipitale va être dans le lobe occipital du cerveau. On a la corne temporale. Cette corne temporale va se trouver dans le lobe temporal du cerveau. Et on a la corne frontale qui va se trouver dans le lobe frontal du cerveau. Donc ces deux ventricules latéraux vont s'ouvrir ici au niveau du diencéphale par le foramen interventriculaire. Donc entre les deux, il va y avoir le foramen interventriculaire et le troisième ventricule qui se situe ici. Ce troisième ventricule, il est diencéphalique et il se poursuit ici par l'aqueduc du mésencéphale. Et on arrive ici au quatrième ventricule, qui a une forme rhomboïde sur une vue de face et qui se prolonge par le canal central de la moelle. Donc ce canal central de la moelle, c'est une cavité virtuelle. Qu'est-ce qu'une cavité virtuelle? Une cavité virtuelle, c'est une cavité qui n'existe pas, mais elle peut être créée. Donc en fait, les parois du canal, elles vont se toucher. Et lorsque le liquide cérébrospinal passe à l'intérieur, et ben en fait, le canal va s'ouvrir, les parois ne se touchent plus et la cavité est créée. C'est ce qu'on appelle une cavité virtuelle. Et l'ensemble de ces formations ventriculaires et le canal central de la moelle, tout ça est tapissé de la glie épendymère. Donc la glie épendymère tapisse le canal central de la moelle et l'ensemble des formations ventriculaires. On va aborder le cerveau. Le cerveau, c'est la partie la plus haute du névrax et de l'encéphale. Il est à l'intérieur de l'étage antérieur et moyen du crâne et il comprend deux parties, le télencéphale et le diencéphale qui se trouvent au centre du télencéphale. Il est séparé en deux hémisphères, droit et gauche, et ces deux hémisphères sont séparés par la fissure interhémisphérique. Donc le cerveau, il comprend une partie qui est périphérique, qui est constituée de substances grises et qui est appelée le cortex. Donc le cortex est périphérique, c'est de la substance grise. Il y a à ce niveau-là un amoncellement de corps neuronaux. Et on a une partie qui est plus centrale, qui est sous le cortex et qui est constituée de substances blanches et de noyaux gris. Donc on a la partie périphérique du cerveau, c'est le cortex, c'est de la substance grise. À l'intérieur, on a la substance blanche avec des noyaux gris. Donc sur une vue ici qui est latérale du cerveau, on va voir les fissures primaires. Donc on va avoir la fissure latérale de Sylvius, la fissure centrale et la fissure pariéto-occipitale. Donc ces fissures primaires vont individualiser des lobes. Donc on a le lobe frontal, ici en rouge, qui se situe en avant de la fissure centrale et qui est au-dessus de la fissure latérale et qui se situe en regard de l'os frontal. Ensuite, on a le lobe pariétal, ici en bleu, qui est en arrière de la fissure centrale et qui est en avant de la fissure occipito-pariétale et qui se situe en regard de l'os pariétal. On a le lobe occipital qui est en arrière de la fissure pariéto-occipitale en regard de l'os occipital. On a le lobe temporal ici en vert qui est en dessous de la fissure latérale et en regard de l'os temporal. Et pour finir, on a l'insula
qui est à l'intérieur de la fissure latérale. Et en fait, pour voir l'insula, on est obligé d'utiliser des écarteurs qu'on va placer au niveau de la fissure latérale. Donc au niveau de l'insula, on a aussi des gyrus, comme sur le reste du cerveau, donc on va aborder les gyrus après. Et donc on peut voir uniquement 4 lobes au niveau du cerveau, mais en réalité on en a 5, puisqu'en fait l'insula, on ne peut pas le voir sans écarteurs. On a ensuite des fissures secondaires qui sont plus petites et qui vont individualiser des gyrus. Donc on va retenir principalement que 2 gyrus. On va avoir le gyrus précentral, ici, qui est en avant de la fissure centrale, d'où part la voie motrice principale. Donc le gyrus précentral, c'est une voie motrice. Et on va voir le gyrus post-central, ici, en arrière de la fissure centrale. Et donc là, arrive la voie sensitive principale. Donc post-centrale, on a la voie qui arrive et qui est sensitive. Précentrale, c'est la voie qui part et c'est motrice. Et en fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un gyrus? Un gyrus, c'est des circonvolutions cérébrales. Donc vous voyez les petits traits en fait là, qui sont dessinés. Mais en fait, c'est des gyrus. Un gyrus, c'est un ensemble de replis sinueux qui sont localisés au niveau du cerveau. Donc au niveau de la substance grise qui est périphérique. Donc voilà, vous retenez bien et vous ne confondez pas ces deux gyrus. On en a un qui est précentral, moteur, et donc ça part. Et là, c'est les voies qui arrivent au niveau du gyrus post-central et elles sont sensitives. On va maintenant voir une vue latérale droite du cerveau. Donc en fait, on a coupé en deux notre cerveau et on va voir la partie interne. Donc on coupe en deux le cerveau comme ça et on va voir la partie à l'intérieur. C'est au niveau de la fissure interhémisphérique. C'est la partie médiale de l'hémisphère droit, donc on voit la partie interne de l'hémisphère droit. Donc le corps calleux qu'on voit ici représenté, qui va unir les deux hémisphères. Ensuite, on a le trigone ou le fornix, qui unit également les deux hémisphères. Ensuite, ici, on a le septum pellucidum, qui va permettre, c'est l'endroit où vont s'accoler les deux ventricules latéraux qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on voit les fissures centrales, latérales, pariéto-occipitales, et on voit les différents lobes. Donc vous reconnaissez ici le lobe pariétal, le lobe occipital, le lobe temporal et le lobe frontal. Et on voit les gyrus que le prof a simplifiés. Donc on voit ici le gyrus singulaire qui s'étend sur le lobe frontal et pariétal. Maintenant, on va faire la coupe verticofrontale de Charcot. Donc on voit ici la ligne médiane avec le corps calleux et le trigone. On voit le gyrus frontal ici que j'ai fait en violet, le gyrus de l'insula ici que j'ai fait en bleu et le lobe temporal. On voit également le cortex, donc tout là, qui est en périphérie. C'est la coquille périphérique de substance grise et c'est là que se trouvent les amaneuronaux. En dessous, ici, on retrouve le centre ovale. En fait, c'est là où est localisée la substance blanche et elle se situe sous le cortex. On voit ensuite certains ventricules, donc les ventricules qui sont bordés en vert de leur plexus choroïde et ils sont visibles. On voit le corps et la corne temporale des ventricules latéraux. On voit le septum pellucidum ici et on voit le V3, le ventricule 3, le troisième ventricule, et entre les deux, l'orifice interventriculaire. On voit le diencéphale ici et ici qui se trouve au centre des deux hémisphères. À ce niveau-là, au niveau de la substance blanche, on a le cortex, la substance blanche, et on retrouve également des noyaux gris centraux télencéphaliques. Donc ces noyaux gris centraux télencéphaliques, ils se situent entre le cortex et les ventricules. Donc ces noyaux, on a le claustrum ou avant-mur, juste ici, qui se situe entre l'insula et le noyau lenticulaire. Donc ici, c'est le noyau lenticulaire qui a une forme, qui a une coupe pyramidale et qui est séparée par une lame médulaire, donc ici au centre, et donc ça forme ici le pallidium et ici le putamen. Et pour finir, on a le noyau caudé
ici en rouge, qui est coupé à deux endroits, donc ici et ici. Donc en fait, ici, on a la tête du noyau codé, et ici, on a la queue du noyau codé. Ce noyau codé a la forme d'une virgule à grosse extrémité contournée sur elle-même. Il a subi la giration du télencéphale, c'est pour ça qu'il a cette forme, et donc il est inscrit dans la concavité des gyrations des ventricules latéraux. C'est pour ça qu'on le voit coupé à deux endroits. Et pour finir, on va voir les localisations de la substance blanche. Donc la substance blanche, elle a différentes localisations. On a le centre ovale, donc ici, qui est juste en dessous du cortex, qui est un grand espace de substance blanche. Et ensuite, on a trois capsules de substance blanche. Donc on a la capsule extrême, ici, qui est entre le lobe de l'insula et le claustrum. Ensuite, on a la capsule externe, qui est ici, entre le claustrum et le noyau lenticulaire. Et ensuite, on a la capsule interne, entre le noyau lenticulaire et le diencéphale. Maintenant, nous allons voir le diencéphale, son organisation. Donc, le diencéphale, il dérive de la vésicule diencéphalique. C'est une surface qui ne dépasse pas la taille d'un ongle. Donc, on peut le voir en coupe frontale ou latérale. Donc ici, on est sur une vue latérale. On va donc voir le corps calleux, ici, avec la commissure interhémisphérique. Le trigone, ici. L'orifice interventriculaire. Et ensuite, on a le diencéphale. Donc le diencéphale, c'est tout ce qui est en bleu. Ici, en fait, c'est tout ce qui est entouré en bleu comme ça. Donc ça forme le diencéphale. On a ensuite le mésencéphale et une petite expansion du ventricule V3 qui forme le récessus susoptique juste ici. Donc on voit aussi des noyaux. Donc on a ici des noyaux diencéphaliques. Donc attention, tout à l'heure sur la coupe vertico-frontale de Charcot, on parlait de noyaux télencéphaliques. Là ici, on parle de noyaux diencéphaliques au niveau du diencéphale. Donc on va d'abord parler du thalamus. Donc le thalamus, c'est un énorme noyau au niveau des parois du V3. Donc ici en bleu. Il est séparé de l'hypothalamus, ici en vert, par le sulcus latéral du V3. Donc ici, c'est le sulcus latéral du V3. C'est le sulcus limitant qui était à la base embryologique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a persisté au niveau du troisième ventricule. Donc ici, on a le thalamus, ici, on a l'hypothalamus. Ce thalamus, c'est un noyau relais sur les voies sensitives et extrapyramidales. Donc c'est un élément relais fondamental au niveau moteur et sensitif. Ensuite, on a l'hypothalamus, dont je vous ai déjà parlé ici en vert. Il est en dessous du thalamus et c'est un centre végétatif supérieur hormonal. Il permet les lésions de l'hypothalamus vont entraîner des conséquences endocriniennes très importantes. Donc il est vraiment important au niveau hormonal. Ensuite, on a le noyau mammillaire qui contient des noyaux importants. Donc le noyau mammillaire, il est ici en jaune. Il contient des noyaux importants pour la mémoire. Et on a l'hypophyse, donc ici là, en rose et en rouge, c'est l'hypophyse. Cette hypophyse est rattachée à l'hypothalamus, ici, par l'infundibulum tubaire. Et donc cette hypophyse possède deux parties. On a la post-hypophyse et l'antéhypophyse. Donc la post-hypophyse, ici, est aussi appelée neurohypophyse, et elle fait partie du système nerveux central, puisqu'elle est rattachée à l'hypothalamus via la tige de l'hypophyse. Donc en fait, là, on a l'infundibulum tubaire, et cette post-hypophyse, elle est rattachée à l'hypothalamus via la tige de l'hypophyse, donc elle fait partie du système nerveux central. Ce n'est pas le cas de l'antéhypophyse, qui ne fait pas partie du système nerveux central. Donc cette post-hypophyse, elle va sécréter deux hormones. Elle va sécréter l'hormone antidiurétique et l'ocytocine. L'antéhypophyse, quant à elle, est aussi appelée adénohypophyse
Et c'est une glande qui ne fait pas partie du système nerveux central. Elle sécrète des stimulines. Donc les stimulines vont cibler une glande qui va ensuite sécréter l'hormone. Donc par exemple, la folliculostimuline, elle agit sur le corps jeune. Et ce corps jeune permet de sécréter la progestérone. Donc cette antéhypophyse, elle est rattachée à l'hypothalamus par un système porte ici. Donc un système porte, ce sont des veines qui vont partir d'un organe pour aller à un autre organe. Donc ce système porte, il va transporter des substances de l'hypothalamus ici vers l'antéhypophyse. Donc c'est un système porte hypothalamo-hypophysaire. Donc on fait bien attention. La posthypophyse fait partie du système nerveux central, alors que l'antéhypophyse ne fait pas partie du système nerveux central. Ensuite, on a les noyaux de commande de l'éveil, du sommeil, de la faim et de la soif au niveau du plancher V3. Et on a l'épiphyse aussi ici. Cette épiphyse, c'est un autre organe glandulaire qui est considéré comme le centre anatomique du cerveau. Il sécrète certaines hormones qui baignent dans le LCR comme la mélatonine. Donc, on fait bien attention, au niveau du diencéphale, ce sont des noyaux diencéphaliques. Alors que, au niveau de la coupe verticofrontale de Charcot, on a parlé des noyaux télencéphaliques. Vous faites bien attention, vous les distinguez bien. Donc on va maintenant aborder le tronc cérébral. Le tronc cérébral, ici, on le voit en vue antérieure. Donc ici, on a la limite supérieure avec le tractus optique et le nerf optique, enfin les deux nerfs optiques. Et donc, cette limite supérieure, elle ne fait pas partie du tronc cérébral. Ensuite, on a le mésencéphale ici, avec les deux pieds du mésencéphale. Il se situe dans la partie supérieure du tronc cérébral et à l'intérieur du tractus optique. Entre les deux pieds du mésencéphale, on a le diencéphale, ici en bleu, avec la tige de l'hypophyse et les deux corps mammillaires qui ont la forme de mamelon. Ensuite, on a le métencéphale, ici en vert, qui a la forme, qui a une forme assez dilatée sur les côtés. Et ce métencéphale, on l'appelle également pont. La forme dilatée sur les côtés, c'est dû à la présence de pédoncules cérébelleux moyens. Ici, entre le pont et le mésencéphale, on a le sillon ponto-mésencéphalique. Et en avant du pont, on a le sillon basilaire. En dessous, ici en violet, c'est le myélencéphale, qui est aussi appelé bulbe ou moelle allongée. Donc cette moelle allongée est séparée du pont, ici en vert, par le sillon ponto-bulbaire. Il possède un sillon médian, ici, et des sillons collatéraux ventraux. En dedans de ces sillons collatéraux ventraux, ici en jaune, on a les pyramides bulbaires. Et ici, en violet plus foncé, le relief des olives bulbaires. En bas des pyramides, zébrant le sillon médian, on retrouve la décussation des pyramides. Et ensuite, on voit la limite inférieure qui est seulement théorique, puisque le tronc cérébral en fait se prolonge par la moelle spinale. Maintenant, on passe sur une vue latérale du tronc cérébral. Donc ici, au niveau du mésencéphale, on voit le tractus optique qui amène au corps géniculé. Donc ici, c'est le corps géniculé supérieur qui se poursuit par le bras conjonctival, puis le colliculus supérieur. En dessous, on a le corps géniculé inférieur avec le bras conjonctival et le colliculus inférieur. On a ensuite le sillon latéral du mésencéphale et le sillon ponto-mésencéphalique. On a également la section des pédoncules cérébelleux supérieurs. Au niveau du métencéphale, donc ici, on a la section des pédoncules cérébelleux moyens. Et ensuite, au niveau du myélencéphale, ici, donc, on voit la section des pédoncules cérébelleux inférieurs, la saillie de l'olive bulbaire, le sillon collatéral antérieur ici et le sillon collatéral postérieur juste ici. Le tronc cérébral se transforme ensuite en moelle spinale. Les pédoncules cérébelleux
donc on voit leur section ici, sont l'endroit en fait où le cervelet va s'accrocher au tronc cérébral. Et maintenant, on voit le tronc cérébral en vue postérieure. Donc on le voit comme ça parce qu'en fait on a retiré le cervelet, parce que normalement il y a le cervelet ici accroché au pédoncule cérébelleux. Donc au niveau du mésencéphale, en rouge, on voit toujours les 4 colliculus qui forment le tectum. Donc les 4 colliculi forment le tectum qu'on appelle le toit du mésencéphale. On a le profilage ici des corps géniculés et les bras conjonctivaux qu'on voit s'échapper en enfilade. On voit également la section des pédoncules cérébelleux supérieurs au niveau du mésencéphale. Au niveau du mésencéphale, on voit la section des pédoncules cérébelleux moyens qui sont les plus volumineux et ils relient le cervelet au pont. Et ensuite, au niveau du myélencéphale, ici, on retrouve la section des pédoncules cérébelleux inférieurs qui relie le cervelet à la moelle allongée. On voit le sillon médian postérieur et les sillons collatéraux dorsaux, ici, du bulbe. On voit également le 4e ventricule, aussi appelé fosse rhomboïde, qui s'étend sur le métencéphale et le myélencéphale. Le tronc cérébral contient donc des noyaux, mais on ne va pas les voir, on ne va pas les citer. Au niveau du plancher du 4e ventricule, ici, on a 6 colonnes de noyaux. Donc, on va maintenant voir le plancher du 4e ventricule. Ce plancher, il est de forme losangique. Il contient un sillon médian juste ici et 2 sillons latéraux, donc un ici et un ici. Ce sont les vestiges du sulcus limitant. De part et d'autre du sillon médian, on va retrouver 6 colonnes de noyaux. Donc, de chaque côté, on a 6 colonnes de noyaux ici, 6 colonnes de noyaux ici. Donc, faites attention. Dans la moelle épinière, on avait dit qu'on avait 5 colonnes de noyaux. Ici, pour le plancher du V4, on a 6 colonnes de noyaux. Donc, ne confondez pas les colonnes de noyaux, surtout qu'elles se ressemblent. Donc, on va faire de dedans en dehors. Donc, en premier, on a la colonne somatomotrice. Donc, elle jouxte le sillon médian et elle contient les noyaux moteurs des nerfs crâniens somitiques. Ensuite, en deuxième, on a la colonne branchiomotrice. C'est une colonne motrice pour les nerfs branchiaux. On l'entend dans le nom, en fait. Ensuite, en jaune ici, on a la troisième colonne viscéromotrice. Donc elle est essentiellement parasympathique pour les nerfs crâniens et en particulier pour le nerf 10. Donc ça, vous comprendrez mieux avec les cours suivants sur le système nerveux. Ensuite ici, on a la quatrième colonne qui est viscérosensitive. Donc elle se situe en dehors du sillon latéral. Et c'est une colonne qui est sensitive viscérale pour les nerfs crâniens. Ensuite, ici, la cinquième colonne, elle est propriosensitive, juste ici, et elle est essentiellement elle va principalement jouer pour la sensibilité proprioceptive des nerfs crâniens. Et enfin, ici, la sixième colonne en bleu, elle est extérosensitive, donc ça s'entend dans le nom, puisque elle est à l'extérieur, donc extérosensitive. Elle est essentiellement pour le nerf 5. Donc le nerf 5, c'est le nerf trijumeau, vous le verrez, et elle est pour la sensibilité de la face et de la langue. Donc initialement, pour la moelle spinale, on a 5 noyaux. Ici, il y en a un supplémentaire qui est dû à l'apparition des noyaux branchiomoteurs, ici en orange, qui apparaissent pour les nerfs crâniens branchiaux. Donc vous faites attention. Il y a 6 colonnes de noyaux dans le plancher des 4 et il y a 5 colonnes de noyaux au niveau de la moelle spinale. On va maintenant voir le cervelet. Donc le cervelet, il est en arrière du tronc cérébral, donc ici le tronc cérébral et ici le cervelet. Ce cervelet, il est relié par 3 pédoncules de chaque côté. Il est formé de 2 hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche, et d'une fissure latérale qui se situe
ici. Donc, ça c'est une vue supérieure du cervelet. Donc il a la forme d'un as de pique tronqué. Donc le sillon médian, ici, forme le vermis médian, qui sépare les deux hémisphères. Et on a la structure du cortex cérébelleux, qui est une structure côtelée, ici, comme des côtes de velours. Donc on voit ici les deux hémisphères. Ensuite, on a une vue horizontale. On voit qu'il est constitué de lames. Donc en fait, ça c'est un grossissement. On a comme les circonvolutions du cerveau, mais là en fait on a des lames et des lamelles et des noyaux. Et donc ça c'est un grossissement, c'est une image. Je vous conseille de bien voir la vidéo qu'il y aura en ligne du professeur de Peretti, parce qu'en fait c'est plus simple quand c'est expliqué en direct. Parce que là, moi, je vous fais pas le dessin en direct, mais en fait, imaginez bien que ça, c'est un grossissement d'une toute petite partie du cervelet. Et donc ça, c'est, en fait, ici, on a un cortex en côte de velours, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et on a de la substance blanche au centre. Et ici, on parle d'arbre de vie du cervelet. Donc on voit ici le cervelet en coupe selon son grand axe. Donc on voit des noyaux centraux qui sont des noyaux gris et qui sont noyés dans la substance blanche. Et ici, on a toujours le cortex sur le côté. Le cervelet au niveau fonctionnel, il est composé de trois parties. On a le vestibulo-cérébellum, juste ici, qui est une partie très petite et qui est chargée de l'équilibration. Ensuite, on a le spinocérébellum, ici en vert, qui est dans le quart ou le tiers antérieur du cervelet et qui est chargé du tonus, de la tension musculaire et qui permet aux muscles de lutter contre la force de pesanteur. Et ensuite, ici, on a le corticocérébellum, donc dans les deux tiers postérieurs du cervelet, qui est chargé de la coordination des mouvements. Donc le cervelet, en réalité, c'est une tour de contrôle involontaire de l'organisme. Maintenant, nous allons aborder la vascularisation de l'encéphale. C'est une partie très importante. Vous m'apprenez ce schéma par cœur, par cœur, par cœur. Donc, ici, on a la crosse de l'aorte. Cette crosse de l'aorte, elle va former le TABC, le tronc artério-brachiocéphalique, qui va se diviser en artère sous-clavière droite et en artère carotide primitive droite. La crosse de l'aorte donne aussi l'artère carotide primitive gauche et l'artère sous-clavière gauche. Donc, la crosse de l'aorte donne le TABC, la carotide primitive gauche et la sous-clavière. Les artères carotides primitives, donc ici, vont se diviser en artères carotides externes et artères carotides internes. Donc, il y a seulement les artères carotides internes qui vont pénétrer à l'intérieur du cerveau. Les artères sous-clavières, elles, vont donner ici des collatérales qui sont les artères vertébrales. Ces artères vertébrales, elles vont s'unir pour former tout d'abord l'artère spinale antérieure, juste ici, puis le tronc basilaire. Donc ici, c'est le tronc basilaire. Donc on a l'artère vertébrale gauche et l'artère vertébrale droite qui s'unissent, qui forment l'artère spinale antérieure et le tronc basilaire juste ici. Ce tronc basilaire se situe en avant du tronc cérébral et il va se diviser en artère cérébrale postérieure droite et artère cérébrale postérieure gauche. À partir de là, on va décrire deux systèmes. Donc on va avoir le système vertébro-basilaire, ici en bleu, et le cercle artériel de la base du cerveau, aussi appelé le polygone de Willis. Donc ces deux systèmes, ainsi que la droite et la gauche des systèmes, s'anastomosent. Donc tout est anastomosé. Donc on va d'abord voir le système vertébro-basilaire. Donc le système vertébro-basilaire, il vascularise principalement le tronc cérébral et un petit peu le cerveau. Donc ce système vertébro-basilaire, il est constitué de deux artères vertébrales, ici et ici. Ces deux artères vertébrales vont former le tronc basilaire. Donc le tronc basilaire qui lui-même va donner trois artères cérébelleuses, supérieures, moyennes et inférieures, et deux artères postérieures. Donc ça forme le système vertébro-basilaire. Ensuite, on a le polygone de Willis. Le polygone de Willis, il est alimenté par la terminaison des carotides internes.
qui vont former le système carotidien, donc ici et ici. Ils ont un trajet ascendant dans la base du crâne et se divisent en 4 branches terminales. Donc, on a l'artère cérébrale moyenne ici, l'artère cérébrale antérieure ici, l'artère communicante postérieure ici, qui va rejoindre l'artère cérébrale postérieure, et l'artère choroïdienne antérieure juste ici. Donc, c'est un peu barbare au début, mais je vous assure, une fois que vous les aurez appris, ça ira tout seul. Et donc, pour finir, le cercle artériel de la base du cerveau a 7 côtés. 7 côtés, les 2 artères cérébrales postérieures, les 2 artères communicantes postérieures, les 2 artères cérébrales antérieures et l'artère communicante antérieure. Ce cercle artériel a également 7 angles et 10 artères. Donc les 7 côtés, plus le tronc basilaire ici, les terminaisons des carotides internes ici. Et donc ça nous fait 10 artères au niveau du cercle artériel de la base du cerveau. Et voilà, cette vidéo elle est finie. J'espère que vous avez tout compris, que c'était assez clair. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le forum, sur le Discord. Et puis, je reviendrai principalement sur cette partie en présentiel. Voilà, bon courage!